On y va. Alors, bonjour à tous. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour cette cinquième séance, je crois, du webinaire Beyond Your PhD qu'organise l'IS Lab. Donc, je suis Saïd Assar, professeur au département Système Technologie, Information et Management, donc à IMTBS, Institut Telecom Business School. Et c'est dans le cadre du laboratoire LITEM et puis de l'IS Lab qu'anime ma collègue Aurélie, qu'on a un peu monté cette activité qui est de faire un peu des séminaires à destination des doctorants qui ne sont pas forcément dans notre discipline ou qui sont dans des disciplines proches, dans un but, disons, mixte de vulgarisation, mais aussi de faire connaître et puis aussi de donner une vision du numérique aujourd'hui, qui est un domaine extrêmement important, qui est un peu le sujet aujourd'hui. Alors, comme vous pouvez le voir en bas de la page, vous pouvez télécharger ma présentation. Donc, c'est tinyurl.com, assar-islab-2021. J'ai mis le lien aussi dans la discussion. Avant de commencer, j'espère que vous vous portez bien et que vous craignez autant le virus Covid-19 que les virus informatiques. On ne parle que de virus Covid en ce moment, mais les virus informatiques font des ravages. Vous avez probablement entendu parler de l'affaire SolarWinds et depuis 6 mois que des hackers extrêmement compétents ont réussi à introduire dans les systèmes, même les systèmes militaires américains, et c'est vraiment effrayant. Et ça, c'est aussi une des facettes du numérique, c'est qu'aujourd'hui, tout est piloté par le numérique et en quelques décennies, le numérique et l'informatique sont devenus le backbone, comme on dit, c'est-à-dire l'essence même du fonctionnement de toute activité, toute organisation. C'est un petit peu ça que je vais vous dérouler aujourd'hui. Voilà. Mon objectif, en 1 heure de temps, et sans prétention de ma part, c'est de remettre en contexte l'historique d'évolution des technologies. On va très vite. Je vais peut-être commencer par la méthode ou l'approche que j'ai suivie, qui est une perspective personnelle. C'est-à-dire, je ne peux pas être ni exhaustif par rapport à ce que je voudrais dire, ni exhaustif par rapport à un sujet. C'est-à-dire le sujet de l'historique de l'évolution des technologies, on peut parler pendant 6 heures, on peut parler pendant 60 heures. Donc, c'est tout à fait prétentieux de pouvoir dire tout en 1 heure. Donc, en 1 heure, je vais donner une vision qui est un petit peu la mienne, que j'ai un peu compactée pour qu'elle puisse tenir en 1 heure de temps et qui reflète un peu mes centres d'intérêt, mon parcours, mes travaux de recherche. Et j'espère à travers ça faire un peu émerger autant bien que possible, c'est-à-dire les problématiques multiples des systèmes d'information qui ont émergé elles-mêmes de cette intrusion de l'informatique dans les organisations et ce qu'on appelle aujourd'hui la transformation numérique et qui est un peu, on va dire, la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire qui est l'aboutissement de 50 ans d'évolution des technologies. Je mettrai en évidence quelques contributions clés. J'ai hésité entre quelques et plusieurs, mais c'est évidemment quelques contributions. Donc, j'ai fait un choix. C'est un choix personnel qui reflète un peu ma vision et mes centres d'intérêt. Donc, j'ai choisi quelques éléments que j'ai mis en évidence. On pourra évidemment en discuter par la suite sur d'autres aspects que je n'ai pas pu citer et que ça ne veut pas dire que si je ne les ai pas cités, ça veut dire qu'ils ne sont pas pertinents, qu'ils ne sont pas importants. Et à travers ça, c'est un peu tracer les contours, c'est-à-dire le contour. Quand on dit le contour, ça veut dire que c'est quelque chose qui est un peu vague. Et donc, effectivement, la discipline des systèmes d'information, on a parfois un peu du mal à dessiner son contour et à dire où est-ce que ça commence, où est-ce que ça s'arrête. Est-ce que ce sujet, c'est vraiment du système d'information et c'est plutôt de l'informatique ou c'est plutôt de l'ingénierie ou c'est plutôt du marketing ou c'est plutôt des sciences humaines ou même de la sociologie ou même de la psychologie. Donc, le contour, il est difficile à définir et je ne cherche pas à le définir, ce n'est pas un cadre, mais un contour, c'est-à-dire donner un aperçu un petit peu de comment s'articule cette problématique, c'est-à-dire ce questionnement qui se soulève à travers les systèmes d'information. Et pour ça, je vais faire trois étapes à peu près, en espérant passer à peu près 15 minutes, 20 minutes sur chacune. Je vais parfois passer vite
pour que le temps ne me manque pas. Et donc, d'abord parler de l'informatique, qui est évidemment le cœur du sujet. C'est de là que tout a commencé. C'est avec la fabrication des ordinateurs et des réseaux. Ensuite, donc une brève histoire de l'informatique, une brève histoire du système d'information, qui est un concept qui va émerger et qui va devenir une discipline, qui est le sujet de mon équipe de recherche et de mes travaux de recherche aussi. Et enfin, ce qu'on appelle aujourd'hui la transformation numérique, essayer un petit peu de voir comment les systèmes d'information se retrouvent dans cette transformation numérique ou ne s'y retrouvent pas. Voilà. Alors, bref, histoire de l'informatique, on va commencer par le hardware. J'enfonce des portes ouvertes peut-être, c'est-à-dire des sujets que vous connaissez, mais quoique, c'est important un peu juste de se rappeler. Donc, ça a commencé dans les années 40, hein, et on va dire que tout au début, entre 45 et 55, après la Deuxième Guerre mondiale, qu'on a commencé à fabriquer des ordinateurs basés sur des circuits électriques. Et on a des ordinateurs qui étaient à peine aussi puissants qu'une petite calculatrice, mais qui occupaient une énorme salle, 30 mètres carrés, qui pesait des tonnes, etc. Et il y a un film très intéressant à ce sujet, c'est Imitation Game, sur un peu une étape de la vie de Alan Turing et comment il a utilisé avec succès un des premiers ordinateurs pour déchiffrer la machine Enigma, et c'était classé défense, donc ce sujet n'a jamais été divulgué avant au moins 50 ans. Parce que effectivement, il y avait un problème éthique. On reviendra sur la question éthique à la fin. Il y avait un questionnement éthique dans ce déchiffrement. Bon, j'en parlerai pas ici, mais je vous invite à voir le film. Comme vous pouvez le voir, tous les liens qui sont sur la présentation téléchargeable en PDF sont activables pour que vous puissiez voir un complément d'information sur le sujet. Et donc, c'est à partir de 55 et pendant à peu près 3 décennies qu'on va commencer à fabriquer des ordinateurs de plus en plus puissants. IBM va évidemment, vous savez, prendre le lead sur le sujet avec d'autres fabricants. Donc, la série 360, c'était 360 compatible. Le 360, c'était le 360 degrés. Donc, il y avait déjà, dès les années 60, dès le début, ce questionnement sur la compatibilité et donc l'interopérabilité des systèmes. Et donc IBM aura un très grand succès commercial et puis les ordinateurs vont s'introduire dans les organisations. Parallèlement, il y avait d'autres constructeurs qui testaient d'autres approches technologiques de fabrication, notamment le Seymour Cray, qui va fabriquer un ordinateur, le Cray, qui sera beaucoup plus puissant et a une capacité de calcul grâce à diverses innovations technologiques. Les Soviétiques, même s'ils étaient un petit peu pas forcément en avance sur ce sujet-là, ils avaient quand même développé aussi leur propre technologie. Vous voyez ici les caractéristiques techniques sont un petit peu paraissent incroyablement ridicules au jour d'aujourd'hui, hein, c'est-à-dire 48 bits à 9 MHz, 192 kilooctets, c'est même pas un dixième ou un cinquième d'un mégaoctet, alors que nous avons 16 gigaoctets sur nos téléphones. Donc, alors, ça, c'est quand même été démonté en 92, hein, donc ça a duré pendant 3 décennies. Et donc, Seymour Cray va fabriquer des ordinateurs un peu différemment de ce que faisait IBM et va se spécialiser dans des supercalculateurs. Et je crois que ces machines continuent à tourner jusqu'au jour d'aujourd'hui. Elles sont utilisées notamment pour des simulations numériques, pour les calculs de la météo et des choses comme ça. Et c'était, comme j'ai dit, des machines qui étaient fabriquées selon une technologie un peu différente des ordinateurs classiques pour optimiser le calcul et en faire des calculs beaucoup plus rapides. Et aussi, dès les années 80 aussi, l'intelligence artificielle était apparue, je le mentionnerai tout à l'heure, évidemment, c'est les années 50, on a déjà commencé à réfléchir sur les machines intelligentes et on a un peu espéré construire des machines qui pouvaient, par circuit et non pas par programmation, être intelligentes. Donc, Thinking Machine, dans les années 80, va commercialiser une machine qui est massivement parallèle. Donc, on va explorer l'optimisation de la performance, non pas avec des circuits de plus en plus puissants, mais avec une multitude de circuits. Et c'est ce qu'aujourd'hui est devenu possible à travers le réseau, c'est-à-dire qu'on peut faire tourner milliers de machines ensemble pour obtenir une capacité de calcul beaucoup, beaucoup plus élevée. Et il suffit juste de connecter deux ordinateurs existants, ce qui est une approche beaucoup plus, évidemment, économe que de fabriquer un ordinateur avec des milliers de processeurs. Voilà. Alors, il y avait quand même un souci de la miniaturisation et on peut sourire à la publicité dans les années 60 pour le PDP-8, une publicité qui disait que cet ordinateur pouvait être transporté dans la banquette arrière d'un cabriolet. Voilà.
personne n'aurait osé dire qu'on pourra un jour avoir un ordinateur qu'on peut transporter dans sa poche. Voilà. Mais c'était déjà une innovation incroyable qu'un ordinateur pouvait se transporter sur une voiture. Et c'est à partir des années 70, évidemment, que la vraie révolution va commencer avec les circuits intégrés. Évidemment, je ne vous apprends rien. Et puis, le premier circuit va remplacer, la première puce plutôt, va remplacer des milliers de tores de ferrite qui sont très encombrantes. Et puis, évidemment, la loi de Moore, que vous connaissez aussi, va se réaliser, c'est-à-dire que tous les 18 mois à peu près, la capacité des ordinateurs va doubler. Et on est arrivé aujourd'hui à des performances incroyablement sophistiquées qui sont un petit peu un des facteurs essentiels de la transformation numérique. C'est-à-dire qu'on a des machines très performantes d'un point de vue hardware, mais aussi sur lesquelles tournent des logiciels très sophistiqués et qui sont dans notre poche, qui sont sur notre bureau, qui sont interconnectables, qui peuvent collaborer. Et c'est un peu grâce évidemment à ça. Donc aujourd'hui, en 2018-2020, on est arrivé un peu à la limite de la loi de Moore, c'est-à-dire qu'on ne peut plus miniaturiser plus que ça. On peut combiner, donc on a nos ordinateurs tels que cet ordinateur devant moi, il y a 4 cœurs, comme on dit, on peut avoir 8. Et puis, on peut faire tourner une batterie de PC selon une logique, de nouvelles logiques collaboratives. On n'a plus besoin forcément d'aller au-delà de ça dans la miniaturisation. Donc, la miniaturisation va créer la vraie révolution qui est le micro-ordinateur que vous connaissez. On voit ici déjà en 82 des machines encombrantes qui avaient encore une fois une capacité de calcul et de stockage ridicule par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Et puis évidemment, le PC d'aujourd'hui qui se trouve partout et que non seulement partout, il faudrait ajouter évidemment les smartphones. Voilà. Alors, élément essentiel dans cette évolution technologique, c'est évidemment le réseau. Donc, d'un côté, la miniaturisation, après, c'est les réseaux. Donc, le réseau ARPANET qui a été créé pour l'armée, initialement l'armée américaine, va être converti à un usage civil, un usage universitaire en Californie, comme vous pouvez le voir sur donc ARPANET en 1970, d'accord. Et puis 73, déjà, il y avait plusieurs universités qui étaient connectées. Au jour d'aujourd'hui, en 2 décennies, depuis que l'Internet est rentré dans le domaine, 2-3 décennies plutôt que depuis que l'Internet est rentré dans le domaine public, c'est-à-dire que nos maisons sont connectées à travers la DSL et aujourd'hui la fibre optique. En 3 décennies, la planète entière est parcourue par des milliers de câbles sous-marins qui fait que toute la planète est pratiquement connectée, comme vous pouvez le voir là-dessus. Et puis, vous pourrez consulter avec plus de détails donc le site telegéographie.com où vous voyez ici, j'ai repris la topologie des grands axes de l'autoroute de l'information, hein, du réseau Internet avec des câbles sous-marins qui créent évidemment un circuit connexe, c'est-à-dire qui est connecté de plusieurs points, qui est la logique même d'Internet et qui est la logique même du protocole Internet, qui est que les informations ne circulent pas selon un seul chemin, mais par des multitudes de chemins, totalement différents du réseau téléphonique. Voilà. Donc, l'évolution technologique du hardware, on va dire, et du réseau, elle est assez connue, assez triviale à comprendre. Là où ça se beaucoup plus difficile à comprendre et qui est un petit peu moins connu, c'est l'évolution des logiciels. Donc, le software, je préférais utiliser le terme software que de dire logiciel, parce que le logiciel, il a un sens un petit peu plus restreint, on va dire. Donc, le software, c'est-à-dire les programmes qui vont faire tourner les ordinateurs, sont aussi importants que l'ordinateur lui-même. Et un ordinateur sans programme n'a aucune utilité, absolument aucune utilité. Donc, construire des ordinateurs de plus en plus rapides, de plus en plus puissants, mais dont on n'est pas capable d'exploiter la puissance, n'a aucune signification. Donc, dès le début de l'informatique, donc là on voit dès 1957, se posait la question de la programmation, c'est-à-dire comment programmer cet ordinateur, et il fallait aller inventer de nouveaux moyens, de nouvelles approches, de nouvelles techniques pour pouvoir donc programmer les ordinateurs d'une façon qui soit la plus utile. Et on va voir que on est au début de ce problème fondamental qui est que l'ordinateur est une machine, un calculateur, et que ce que l'utilisateur il veut ou ce que l'utilisateur veut réaliser, c'est quelque chose de différent. Ça peut être un calcul mathématique,
mais ça peut être aussi quelque chose de beaucoup plus sophistiqué, comme écrire un document, envoyer un message ou rédiger un rapport annuel d'activité pour une entreprise. Donc, Fortran va être le premier langage qu'on va développer. Dans ce temps-là, on l'a appelé un langage universel, mais il ne l'était pas du tout, hein. Donc, Fortran n'est pas un langage universel, c'est un langage de calcul, c'est un langage mathématique qui est jusqu'aujourd'hui actif dans certains domaines. Et c'est les personnes, donc John Backus et puis Peter Nor, donc, qui vont un peu lancer tout un champ de recherche autour des langages de programmation. Donc, avec les questionnements des questionnements assez ardus, hein, c'est comment inventer des langages de programmation autres que le calcul, c'est-à-dire qui s'éloignent du calcul pour donner un peu plus d'abstraction. Comment spécifier ces langages, c'est-à-dire comment est-ce qu'on décrit le langage lui-même, comment est-ce qu'on peut vérifier que le langage lui-même est cohérent et valable, quelle est sa capacité d'expression, la capacité d'expression d'un langage par rapport à un autre, comment l'opérationnaliser, c'est-à-dire un langage doit pouvoir lui-même pouvoir s'exécuter, donc ce qu'on appelle un compilateur, donc écrire des compilateurs. Et enfin, évidemment, il faut vérifier si c'est utile pour l'utilisateur, c'est-à-dire si ces langages eux-mêmes sont utiles, est-ce qu'ils peuvent être utilisés avec efficacité, quelle performance réelle est-ce qu'ils apportent à l'utilisateur final. Et toute la décennie des années 60 va être occupée de ce point de vue-là autour du langage algorithmique et de ce qu'on a appelé Algol. Donc, Algol est un langage qui n'a jamais été, je ne pense pas avoir été compilé. Donc, c'est un langage qui a été spécifié, qui a été beaucoup discuté pour justement, le principe était l'algorithme, c'est-à-dire construire des langages qui permettent d'écrire des algorithmes de la façon la plus naturelle possible. Et donc, le niveau d'abstraction, c'était celui de l'algorithmique. Et le langage Pascal, par exemple, a été inspiré par les travaux autour d'Algol, et puis l'idée était de faire une programmation structurée. D'accord. Donc, la programmation est structurée de telle façon qu'on puisse structurer le programme et lui donner une lisibilité, etc. Et le langage C est une variante autour de ça qui a eu beaucoup de succès parce que c'était plus orienté vers le développement des systèmes en incluant des idées qui venaient du langage Pascal et puis de ces travaux autour de l'algorithmique. Alors, par la suite, d'autres paradigmes, entre guillemets, ou d'autres principes de programmation ont été développés. Pas tant que ça, hein. Deux idées fondamentales, hein, quand même, c'est l'orienté objet, c'est-à-dire l'encapsulation, l'héritage, construire des programmes non pas sous forme de structure, mais sous une forme d'une structure qui est une capsule, qui est fermée, et le fait qu'elle soit fermée va lui donner une rigidité, pardon, une robustesse aussi, une petite rigidité, mais surtout une robustesse pour éviter les fameux bugs. Parce que le challenge, et c'est vrai jusqu'au jour d'aujourd'hui, à l'ère de la transformation numérique, il y a ce problème du bug, c'est-à-dire le bug, c'est-à-dire une erreur informatique. Donc, comment construire des systèmes qui permettent d'éviter les erreurs? Et aussi des langages qui puissent apporter une certaine intelligence. Donc, dès les années 50, hein, John McCarthy au MIT a créé le langage Lisp, donc un langage symbolique. On ne manipule pas, on ne fait pas des calculs, mais on manipule des objets atomiques et puis qui permet de faire des pseudo-raisonnements et non pas des calculs. Et donc, s'éloigner du calcul pour s'approcher à une logique cognitive de raisonnement et dans la même logique, donc Smalltalk, mais surtout Prolog, donc, qui est une des rares contributions majeures des chercheurs français au domaine des langages. Ce n'est pas la seule, mais c'est une qui est la plus connue, on va dire, et qui a eu le plus d'effet. C'est évidemment le langage de programmation Prolog, qui est déclaratif, basé sur la logique, et qui permet d'exprimer non pas un calcul, mais un raisonnement et d'exprimer des choses sur les… Au jour d'aujourd'hui, évidemment, vous connaissez Java, Python. Python est le langage, aujourd'hui, qu'on dit le langage de l'IA, mais c'est un langage qui résulte de toutes ces évolutions et qui reprend les idées d'encapsulation, d'héritage, etc. Alors, une question qui était encore plus difficile à aborder, c'est non pas le langage et la programmation, mais comment est-ce qu'on programme? Comment est-ce que j'écris un programme? Comment se fait le processus, entre guillemets, d'écriture d'un programme? Et comment est-ce qu'on peut apprendre aussi et enseigner, hein, la programmation? Qui est, au jour d'aujourd'hui, la question se pose toujours,
comment enseigner la programmation. Doit-on enseigner la programmation? Est-ce qu'il faut l'enseigner dès la maternelle presque, hein, et c'est fait dans certains pays, c'est-à-dire dès le premier âge, on enseigne en même temps qu'on enseigne à écrire dans sa langue maternelle et on apprend un peu une langue étrangère, on apprend aussi un petit peu le rudiment de la programmation. Donc, la programmation a suscité beaucoup d'interrogations sur comment est-ce que je programme. Donc, j'ai repris ici deux idées un petit peu, pas contradictoires, mais disons qui représentent des extrêmes. Donc, d'un côté, Donald Knuth, qui à la fin des années 60 avait un projet pharaonesque de faire 7 volumes pour l'art de la programmation des ordinateurs. Il n'a édité, à ma connaissance, que 4 volumes qui sont très connus, qui ont été la base pour le développement de beaucoup de logiciels aux États-Unis par la suite, tels que les systèmes d'exploitation, MS-DOS, Linux, Unix, donc les algorithmes qu'a développé donc Donald Knuth et qu'il a évalué, qu'il a comparé et qu'il a formalisé, etc. N'empêche que, vous voyez ici avec la page principale de la revue IE de software en 1984 quand même, on pose la question incroyable, c'est est-ce que la programmation est une science ou est-ce que c'est une sorcellerie? C'est-à-dire, Donald Knuth a utilisé le terme art, mais c'était dans le sens non pas art comme artiste, mais art comme artisan, c'est-à-dire un savoir-faire particulier. Donc, se poser la question du fondement scientifique, c'est-à-dire est-ce que la programmation est une activité scientifique? Comment est-ce qu'on peut l'enseigner comme on enseigne les mathématiques, par exemple? Alors, j'ai choisi ici un élément pour illustrer ce problème, cette problématique, ce débat qu'il y a eu. C'est un choix un peu personnel. C'est Bachar Nusaybeh, un chercheur que j'ai eu l'occasion de croiser une fois dans une conférence, et quelqu'un qui a eu énormément d'impact autour de ces questions-là, autour de ce que je vais l'évoquer un peu plus tard, tout à l'heure, l'ingénierie des besoins, c'est-à-dire comprendre les besoins. Et donc, peut-être vous connaissez, peut-être pas, mais en 1996, Ariane 5, une des fusées Ariane 5 va exploser en vol 37 secondes après son envol, va exploser dans le ciel et on va découvrir que c'était à cause d'un bug informatique. Et donc, Nusaybeh va écrire un petit article de 2 pages que j'utilise parfois dans mes cours pour illustrer un peu le sujet, notamment avec des ingénieurs ou des élèves qui sont au niveau M2. Et donc, sur cette question. Et donc, il a fait une petite enquête, il a compilé des informations à partir de l'enquête officielle sur qui a fait ça. C'est-à-dire, comment se fait-il qu'une fusée qui est quand même un peu le summum de la technologie aujourd'hui puisse exploser à cause d'une erreur informatique. Et d'où vient cette erreur informatique? Donc, qui a fait cette erreur informatique? Et l'intérêt de l'interrogation qu'il soulève, c'est que lorsqu'on dit que c'est une erreur informatique, on dit que c'est une erreur de programmation. Mais lorsqu'il va enquêter et compiler et analyser les données de l'enquête, il va vous dire que, en fait, ce n'est pas uniquement une erreur de programmation. C'est-à-dire, c'était en fait une division par 0, un overflow sur une division, un chiffre qui était trop gros pour être stocké dans les registres et puis qui a donc provoqué une erreur. Donc, ce n'est pas le programmeur, en fait, qui a fait une erreur. C'est qu'on a mal compris le besoin. Il dit, ce n'est pas la faute du programmeur, c'est qu'on a mal compris le besoin. Donc, celui qui a conçu le système a commis une erreur. Donc, c'est le concepteur de la système. Mais il dit aussi, comment se fait-il que cette erreur n'ait pas été détectée? Donc, en fait, c'est, entre guillemets, la faute des testeurs, de ceux qui faisaient les tests, de ceux qui faisaient les vérifications. Comment se fait-il qu'une telle erreur n'ait pas été détectée plus tôt, n'ait pas pu être testée? Et enfin, il dit, c'est aussi la responsabilité du chef de projet. Donc, le chef de projet ou les multiples chefs de projet qui étaient sur cet aspect-là, ou le chef de projet de la partie concernée, c'est lui qui est responsable parce que c'est lui qui est le garant du système qui va être développé. Et donc, c'est une problématique, entre guillemets, de gestion de projet et de management de projet et des outils qui ont été utilisés pour construire le système, pour comprendre les besoins et pour faire les tests et non pas une faute de programmation. Et lorsqu'il va encore creuser la question, il va en fait trouver la vraie source du problème, c'est que c'est une réutilisation de code qui a été fatale. C'est qu'on a repris un bout de code qui venait
qui a été conçu pour le système Ariane 4 et qu'on a réutilisé pour Ariane 5. Et cette idée de la réutilisation d'abord est une nécessité, c'est-à-dire on ne peut pas tout réécrire à chaque fois. Tous les systèmes ne sont jamais réécrits, mais ils sont des évolutions des systèmes. Et en même temps aussi, donc c'est une nécessité, mais en même temps aussi, c'est une source d'erreur. Et donc l'erreur, elle vient en fait de ce qu'on a utilisé un bout de code qui n'était pas adapté à la nouvelle architecture matérielle, c'est-à-dire avec la structure de l'Ariane 5, c'était en fait un détecteur de position, une sorte de GPS, plutôt un gyroscope inertiel, et qui fait que la fusée a perdu l'équilibre, et dès qu'elle a perdu l'équilibre, elle a explosé. Et il pose un problème extrêmement intéressant qui aujourd'hui à l'ère des machines, des voitures autonomes, c'est le monitoring du logiciel. Donc, dans une fusée, mais aussi dans une voiture aujourd'hui, toutes les voitures nouvelles aujourd'hui, elles ont un monitoring du matériel, c'est-à-dire lorsque la pression de l'huile baisse, vous avez un clignotant, et lorsqu'il y a un problème dans le moteur, il y a un système qui va faire un diagnostic automatique et qui va vous afficher un message, etc. Donc, il y a un ordinateur de bord. Maintenant, l'ordinateur de bord, est-ce que lui-même est monitoré? Est-ce que les systèmes embarqués, qui sont de plus en plus sophistiqués, il y a des millions de lignes de code dans n'importe quelle voiture aujourd'hui moderne, est-ce que ce code-là lui-même est monitoré? Et lorsque ce code-là est défaillant, qui va détecter l'erreur? Et au jour d'aujourd'hui, donc des voitures autonomes, par exemple, cette question se pose avec acuité. C'est-à-dire on fait confiance au système informatique qui pilote la voiture, on suppose qu'il ne sera jamais défaillant. Mais lorsqu'il sera un jour défaillant, enfin lorsqu'il arrivera un bug, entre guillemets, est-ce qu'il ne faut pas qu'il y ait un autre système qui détecte ce bug, etc. Donc c'est une question ouverte. Je ne vais pas détailler ici les tentatives de réponse qu'il va apporter, mais une des solutions qui a été donc, développée, c'est évidemment ce qu'on appelle les langages formels qui permettent de programmer en se basant sur des notations formelles. La plus connue, c'est la notation B et puis Z, et qui ont été utilisées. Vous voyez ici, si vous reconnaissez la photo, c'est la ligne 14 du métro. Donc, la ligne 14 de métro, une partie essentielle donc, du fonctionnement, donc c'est une ligne de métro sans conducteur hein, qui roule toute seule, entre guillemets, même s'il y a des personnes qui surveillent, et donc a été programmée avec des technologies qui permettent de faire une démonstration mathématique qu'un programme est correct. Donc, on va démontrer mathématiquement qu'un programme ne va pas provoquer d'overflow, ne va pas déborder, ne va pas planter, ne va pas boucler, etc. Et donc, il y a des outils très sophistiqués pour traduire, etc. Traduire une spécification en langage de programmation. Et donc, ces techniques-là sont adaptées pour des problèmes tels que celui donc, d'un système embarqué sur une fusée, mais aussi sur une voiture ou sur un système tel que celui-ci. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite vivement à aller consulter le site de Collège de France, qui a une série extraordinairement riche et passionnante donc, de vidéos en ligne sur toutes ces questions autour de l'informatique et de la programmation et des langages, et qui n'est pas très technique dans le sens, elle ne se focalise pas uniquement sur les questions donc de spécification et de compilation, etc., que j'ai mentionné, mais qui s'intéresse aussi à des problématiques concrètes. Il y a notamment Gérard Berry, qui a aujourd'hui été un professeur émérite qui a pris sa retraite, mais qui fait un exposé, de nombreux exposés extrêmement intéressants et très, très passionnants sur le sujet, où il fait le lien avec des problématiques du monde réel et que nous vivons aujourd'hui. Il parle des retards des trains à la SNCF, de l'affichage de la SNCF, et le relie avec des questions de formalisation mathématique, etc. C'est extrêmement intéressant. Donc, vous avez le lien si vous souhaitez en savoir plus. Alors, on va passer au sujet qui est un peu plus proche de qui est plus celui que je veux traiter en réalité, c'est-à-dire les systèmes d'information. Et ce n'est pas une question facile. Donc, je répète ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire je vais présenter une vision qui m'est un petit peu personnelle, mais dans laquelle je pense que tout le monde y trouvera un intérêt, et qui reflète un peu mon parcours, mes centres d'intérêt, mon expérience, mes travaux de recherche. Alors, on va dire que les systèmes d'information, l'étincelle va apparaître avec un langage de programmation. Ce n'est pas pour rien que j'ai parlé d'un langage de programmation, c'est un langage de programmation qui est le COBOL. Donc le COBOL, dans les années 60 d'ailleurs, où une femme,
je n'ai pas son nom en tête, mais qui aura une contribution majeure, et ça fait partie une des principales illustrations du rôle des femmes dans l'informatique, c'est une petite parenthèse, et donc qui va contribuer au développement du langage COBOL. Et donc COBOL va être très différent de Fortran. Ce n'est pas un langage vraiment de calcul, c'est plutôt un langage pour lire des fichiers, écrire des fichiers, trier des fichiers de données, éditer des rapports. Donc, typiquement, l'exemple typique, c'est sortir la fiche de paye pour 50 000 employés. Ou le calcul, il est évidemment, c'est de l'arithmétique. On ne va pas calculer des intégrales, on va juste calculer voilà, un salaire avec des taux d'imposition, etc. C'est de l'arithmétique. Mais l'enjeu, c'est de sortir, de traiter des milliers de lignes de milliers de données, ou même des centaines de milliers de données, et puis de dicter des documents, donc de sortir des rapports, etc. Et c'est là aussi, dans les années 60, qu'on va inventer en France le mot informatique, qui est une combinaison de information et automatisation, pour dire que la science des ordinateurs, entre guillemets, était une science de traitement automatisé de l'information. Et donc, COBOL va très vite, tout de suite, permettre à l'ordinateur, non pas d'être dans un outil, être un outil de calcul, mais devenir un outil pour la gestion des entreprises. Et en France, on va vaguement appeler ça informatique de gestion, c'est-à-dire l'utilisation de l'ordinateur pour la gestion de l'entreprise. Et vous voyez la question des langages de programmation, donc IBM en était consciente, et donc elle a un petit peu essayé de combiner le côté calcul avec le côté traitement de l'information, avec un langage qui s'appelait PL1, qui a tourné, je pense, pendant une trentaine d'années. Il se peut qu'aujourd'hui, il y a encore des applications en PL1. Donc PL1 était un mix entre guillemets, on va dire, en simplifiant, entre COBOL et Fortran. Mais c'est surtout, le COBOL va mettre en évidence un problème fondamental. C'est que les données posent un problème. C'est-à-dire que l'informatique de gestion, comme on l'a dit, manipule beaucoup de données, mais que ces données, en fait, elles sont stockées dans des fichiers et que la description de ces fichiers est redondante et que la description de ces données est redondante et que cette description, parce qu'elle est démultipliée dans chacun des fichiers dans lesquels sont les données, donc un client, lorsqu'il va être, on va faire ses factures, lorsqu'on va faire ses commandes, lorsqu'on va faire son historique, va apparaître plusieurs fois. Et alors, je vais regarder la conversation parce qu'il me semble qu'il y a quelqu'un qui pose des questions, je ne sais pas. Bon. Bref, et donc le COBOL va mettre en évidence un problème et très vite, on va donc inventer le modèle relationnel, on va inventer les bases de données, les systèmes de gestion de bases de données. IBM va développer le langage SQL, le premier système de bases de données, comme vous pouvez le voir sur les images. Ça veut dire qu'on va structurer les données indépendamment des traitements. D'accord? Et que, alors que dans COBOL, les deux étaient ensemble, c'est-à-dire étaient combinés. Combinés dans le sens que dans un programme COBOL, on décrivait les fichiers, on décrivait les structures des données et on décrivait les traitements. Et les bases de données vont permettre de les séparer. Et vous avez l'historique ici, Oracle, qui était construit par des ingénieurs qui avaient travaillé sur le système R chez IBM, et Oracle aujourd'hui est un des principaux acteurs majeurs donc, des bases de données. Et c'est là que, à mon avis, et c'est un élément que j'utilise dans mes cours, c'est que une idée fondamentale va émerger, c'est que la description de la sémantique des données, de la structure et de la sémantique des données, et même de la syntaxe aussi, donc c'est-à-dire qu'un client, c'est un individu qui a une date de naissance, qui a un numéro, qui a une adresse, qui a plusieurs adresses, qui peut changer d'adresse, qui a un numéro de téléphone, etc. Donc, cette connaissance qu'on a sur le client, et le client étant un objet du monde réel et non pas un objet du monde informatique, hein, dans un ordinateur, il n'y a pas de client, il n'y a que des données. Donc, le client, la description du client, la représentation du client ou de la facture ou du produit ou de l'organigramme, etc. Je prends le client comme un exemple classique. D'accord ? Et donc, cette description, elle vient du monde réel, elle est codée dans l'ordinateur et que on va donc en 75 dire qu'il y a quelque chose d'intermédiaire qui est la représentation conceptuelle, qui est le niveau conceptuel dans lequel on va décrire
les objets du monde réel, on va les conceptualiser avec l'idée que cette conceptualisation va servir pour implémenter le système. Mais elle en est indépendante. Et donc, on va avoir un niveau de représentation, de description qui est à cheval, qui est au milieu, qui est coincé entre deux chaises, entre le monde réel, la sémantique du monde réel qui est évidemment extrêmement complexe, extrêmement riche, extrêmement variable, et puis le monde du système dans lequel, évidemment, on est assez restreint avec des choses qui sont très figées, c'est-à-dire qui est calcul, structure de données, tableau, etc. Et donc, ce niveau conceptuel va être le sujet d'énormément de recherches et va constituer un petit peu un des éléments, je dis bien un des éléments de l'émergence du domaine des systèmes d'information, notamment dans la communauté qui était plus informatique et ingénierie. Voilà. Et donc, l'émergence de systèmes d'information, c'est dans ce point d'interrogation que j'ai mis ici. C'est-à-dire qu'on a d'un côté donc l'entreprise, l'organisation, le monde réel, avec des objectifs, des stratégies, des modèles d'affaires, des business models, comme on dit, avec une organisation, un organigramme, des droits, avec des procédures, des processus, des pratiques, des conventions, avec un savoir-faire, une compétence, etc., qui est évidemment très variable. Et que deux entreprises qui font la même activité, par exemple, je ne sais pas, réparer des voitures, deux garages qui réparent des voitures, ils peuvent avoir des modèles d'affaires différents, ils peuvent avoir des stratégies différentes, des organisations différentes, etc. Donc ça, c'est le monde réel. Et puis, on va essayer, donc, l'objectif, c'est d'utiliser les ordinateurs pour faire fonctionner l'organisation. C'était l'objectif du COBOL et des bases de données et de l'informatique de gestion, entre autres. Et ici, on est évidemment, comme je l'ai dit, dans une vision très restreinte qui est programme, calcul, données élémentaires, fichiers, tables, tableaux, voilà. Et c'est cette distance, ce gap, cette distance conceptuelle, cognitif dans le sens qu'il est très difficile de faire, comment dire, euh, coïncider, voilà, faire coïncider les concepts qu'on a dans le monde réel avec les concepts que nous avons dans les machines. Et ici, l'interface homme-machine va jouer un rôle évidemment fondamental, même si elle ne résout pas le problème. Mais l'interface, évidemment, va être le point où se cristallise ce problème de ce mismatch, c'est-à-dire de cette inadéquation entre les concepts du monde réel et les concepts de la machine. Et ce problème-là, au jour d'aujourd'hui, à l'ère de la transformation numérique, se pose toujours. Et notamment, par exemple, lorsqu'on parle du fossé digital, par exemple, pour les personnes de troisième âge, je le constate moi-même régulièrement dans différents contextes, hein, la difficulté cognitive pour quelqu'un qui est habitué à fonctionner avec le monde réel, avec des documents papier, avec des procédures orales, etc., savoir trouver un parallèle dans le monde informatique et à traduire la connaissance qu'il a du monde réel en une suite de manipulations sur un ordinateur. Il faut ouvrir une fenêtre, choisir quelque chose dans un menu, il faut signer, il faut faire un mot de passe, il faut confirmer le mot de passe avec un mail, etc. etc. D'accord ? Et donc, l'émergence de la problématique des systèmes d'information se trouve dans ce point d'interrogation auquel, évidemment, on va tout de suite chercher à donner des réponses. Une des premières réponses, ici, la référence que de donner n'est pas forcément la meilleure, mais qui a eu beaucoup d'écho en France, c'était le travail de Jean-Louis Lemoigne, donc sur la théorie des systèmes, et c'était pour dire que pour comprendre et conceptualiser cet ordinateur qui est donc un outil pour l'organisation, on va le voir comme un système, c'est-à-dire un système qui contient une loupe, c'est-à-dire une boucle avec des entrées, des sorties et puis un feedback, et que le système, c'est-à-dire le système d'information avec l'utilisateur et les machines, permet de piloter une organisation et de l'orienter vers quelque chose. Et que, en fonction des entrées que je vais donner, je vais obtenir des résultats qui vont me permettre de prendre des décisions et d'agir sur mon organisation. Donc, la vision systémique
capture une certaine réalité de cette intrication entre l'ordinateur, entre les systèmes, le monde des systèmes et le monde de l'entreprise. Mais évidemment, ne reflétait pas toute la réalité et la complexité de ça. Une idée, un travail de recherche très important, évidemment, il s'appuie sur d'autres travaux, mais qui était donc formalisé dans un article très célèbre, celui de Wanda Orlokowski, donc sur la dualité de la technologie, en disant que la technologie, si on regarde la technologie en tant que machine, cette vision, elle est très restrictive, parce que la technologie ne se réduit pas à la technologie elle-même en tant qu'artefact physique. La technologie, c'est ce qu'on va en faire. Et ce que va en faire va dépendre de l'utilisateur. Donc, l'utilisateur va influencer le système d'information de l'organisation, c'est-à-dire va influencer la manière avec laquelle l'ordinateur va être utilisé. Et qu'un même système informatique peut être utilisé de différentes façons, peut produire des résultats différents. Donc, ça va au-delà de la vision systémique que j'ai présentée dans le slide précédent. Et de la même façon aussi, évidemment, l'ordinateur va impacter l'organisation. C'est-à-dire que l'organisation ne va pas se contenter d'utiliser un ordinateur comme on utilise un tournevis ou comme on utilise une ampoule électrique. Elle va modifier l'organisation, va la changer, va imposer des changements, va introduire des compétences, va introduire une hiérarchie, va introduire des dysfonctionnements organisationnels et va introduire aussi une valeur ajoutée, va introduire aussi des innovations, va introduire une nouvelle façon de faire les choses, etc. Et donc cette dualité qui est l'interaction et qu'elle va théoriser un petit peu en s'appuyant sur la théorie structurationniste, donc de Giddens, qui est un sociologue, et qui dit évidemment que la société se construit et qu'elle est structurée par ses règles, etc. Que ici, c'est-à-dire que l'informatique structure l'organisation et que les utilisateurs structurent la manière avec laquelle les systèmes informatiques sont utilisés. Donc, bref, on peut acheter un système informatique, mais on ne peut pas acheter un système d'information. Le système d'information, il faut le construire, il faut le structurer, c'est en l'utilisant qu'il va émerger. Et la vision qu'on adopte plus communément, notamment dans mon équipe de recherche, donc SmartBiz et puis ISLab et puis dans mon département, qui est de dire que le système d'information, c'est un artefact socio-technologique, hein, c'est-à-dire il y a une dimension sociétale, il y a un artefact sociétal qui est les usages, les pratiques, il y a un artefact technologique qui est le système avec ses interfaces et ses menus et ses langages de programmation, etc. Et il y a un artefact informationnel qui est cette fameuse vision conceptuelle donc, du monde qui va être formalisée dans un modèle conceptuel et qui va être implémenté dans un ordinateur, donc la notion information. Donc là, la référence que j'ai donnée elle date de 2015, mais évidemment, les idées qui sont dedans ont été développées à partir des années 70. Et enfin, une quatrième vision donc, des systèmes d'information auquel je n'ai pas de nom particulier, mais qui m'intéresse particulièrement, notamment depuis certains travaux de recherche que je mène actuellement, c'est cette notion donc, du fit. C'est difficile à traduire en français, donc adéquation, inadéquation, mais ce n'est pas tout à fait ça, mais c'est le fit et le misfit. C'est-à-dire, comment est-ce qu'un système technologique va matcher avec une organisation et comment est-ce une entreprise va matcher avec un système informatique, avec ses fonctionnalités, etc. Et que cette rencontre entre les deux peut avoir des niveaux de fit plutôt élevés ou bien va avoir des niveaux de misfit plutôt élevés, c'est-à-dire va avoir un niveau de fit faible. Donc, cette question, comment est-ce qu'on peut l'étudier, comment est-ce qu'on peut la mesurer? Je vais mentionner quelques travaux ici. Alors, je vais revenir un peu sur la discipline des systèmes d'information. Et pour cette publication, je suis allé chercher, je me suis dit, il y a une revue qui est notre revue de référence, une des revues de référence. J'ai fait un choix explicite sur MIS Quarterly. Donc, MIS Quarterly, qui est une des revues de référence dans le domaine de la discipline des systèmes d'information. Et je suis allé voir le premier numéro de cette revue, donc, qui était en mars, donc premier trimestre 1977, et dans lequel on va étonnamment retrouver un peu toutes ces idées que j'ai mentionnées. D'abord, cette revue, lorsqu'elle a été lancée par l'université donc, de Minnesota,
il y avait trois rubriques. Il y avait une rubrique sur des interviews. On va interviewer des praticiens. Et c'était pour dire que la discipline des systèmes d'information doit impérativement aller chercher les problèmes qui se déroulent sur le terrain. Il y avait une rubrique application, c'est-à-dire où on va instanciation d'un système, c'est-à-dire l'utilisation concrète d'un système pour un contexte donné, dans un cas donné, pour résoudre un problème particulier. Et puis, il y avait une rubrique, évidemment, qui va prédominer par la suite, qui est la théorie et la recherche. Voilà. Et je vais donner très vite donc, un premier exemple. Donc, un des articles publiés dans ce premier numéro de MISQ, on retrouve déjà cette idée, c'est-à-dire les idées fondamentales qui sont que quel est l'impact d'un système. Donc, qu'est-ce qu'un système va apporter à l'utilisateur? Et puis, il y a une étude, donc une étude expérimentale très intéressante, hein, ça date quand même de plus de 40 ans, hein, et donc une étude expérimentale très intéressante sur les apports formalisés sous la forme de trois variables, le coût, le temps et le nombre d'utilisations, hein, donc la parcimonie d'utilisation des rapports des rapports pour prendre une décision, en s'appuyant sur différentes fonctionnalités qu'apporte le système. Et donc, on va voir l'impact d'un ensemble de fonctionnalités du système sur un ensemble de paramètres qui sont pertinents pour le décideur. Et dans la même année, deux volumes plus loin, donc la troisième édition de la revue en 1977, c'est étudier les problèmes et les échecs. Donc le sujet, la question du succès. Qu'est-ce qui définit le succès de l'utilisation de l'informatique en organisation? Et là, dès 1977, donc dans MISQ, donc dans la communauté qui est de Management Information System, c'est-à-dire de l'informatique de gestion, entre guillemets, c'est-à-dire de l'utilisateur du système informatique pour le pilotage et le management des organisations, on va mettre en évidence qu'il y a un problème chez le concepteur. C'est-à-dire que le designer du système doit assimiler cette complexité et cette dualité, hein, que Orlikowski va formaliser 15 ans plus tard, hein, cette dualité entre le monde réel et le monde du système, et que un informaticien n'est pas forcément, par défaut, on va dire, n'est pas forcément, elle n'a pas les bagages, ne possède pas forcément le bagage pour pouvoir aborder ce problème du design des systèmes. Et ils vont même donc faire appliquer la théorie sociotechnologique, hein, donc pour dire que si on veut donc concevoir ces systèmes, pour la conception de ces systèmes, il faut savoir jongler avec les deux. Et je vais essayer un peu de vous présenter un peu ce problème-là. Donc d'abord, comment est-ce que les systèmes sont conçus? C'est-à-dire, c'est la notion de projet informatique. Donc, le projet informatique qui est la mise en œuvre des technologies pour construire un système qui va être mis en place dans une organisation. Comment se fait-il? Et donc, historiquement, on sait tout de suite, dans les années 70, donc là, j'ai bien mis système d'information génie logiciel, parce que ça venait d'une communauté de génie logiciel initialement, c'est qu'ils se sont inspirés du génie civil, et puis ils ont repris un modèle qu'on appelle un modèle en cascade, avec le fait tunnel, c'est-à-dire que l'utilisateur, il est au début, il dit ce qu'il veut, et puis il est à la fin, lorsqu'on lui délivre le système, et là, il se rend compte qu'il y a un décalage monstre entre les deux, et qu'il y a eu une tonne de misinterpretation, de mauvaises interprétations, qui font que ce qu'il voulait en réalité n'a pas du tout été délivré. On a ici une image caractéristique, caricaturale, hein, c'est une caricature qui montre à quel point le décalage entre ce que l'utilisateur il comprend, ce que l'utilisateur est prêt à payer, ce que l'utilisateur il veut, et puis ce que l'ingénieur et le concepteur et le chef de projet vont pouvoir comprendre et vont pouvoir construire pour le système en favorisant un discours, un marketing, etc. D'accord? Et les fameuses donc, analyses de chaos, donc c'est très connu, hein, le Standish Group fait des enquêtes annuelles ou pluriannuelles pour prendre des indicateurs sur le succès des projets informatiques. Et puis, malgré les énormes progrès qui ont été faits depuis les 30 dernières années, vous voyez qu'il y a encore beaucoup d'échecs ou de semi-échecs. Et que le succès d'un projet informatique n'est pas à la portée de tout le monde. Alors, aujourd'hui, l'idée fondamentale, c'est l'agilité. Hein, donc, l'agilité, ça veut dire c'est sortir totalement de la vision en cascade pour aller vers quelque chose qui est beaucoup plus itératif et où on va, à chaque itération,
remettre en cause donc le risque qui va être pris, réinjecter l'utilisateur, et puis l'utilisateur ne va plus être dans cet effet de tunnel où il est au début et à la fin, mais il est en permanence impliqué dans le système et il va le voir évoluer et il va pouvoir y injecter ses desiderata et aussi sa compréhension ou son incompréhension. Voilà. Et puis, vous connaissez les principes des méthodes agiles. Donc, il est plus important que les individus, les interactions, les systèmes opérationnels, que la documentation, etc. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Voilà. Alors, la communauté qui venait plus de l'informatique, donc qui s'est éloignée des langages de programmation, s'est engouffrée dans cette logique de modélisation conceptuelle. Et cette idée que j'ai évoquée tout à l'heure, qui est qu'il y a un niveau de description qui est le reflet du monde réel et qui est prêt à être incorporé dans les ordinateurs et dans le monde des systèmes, qui est à cheval entre les deux, qui est à la frontière entre les deux et qui est coincé entre deux chaises. Donc, ce niveau conceptuel. Donc, les premières tentatives de formalisation ou de proposition de notation, de langage, d'outils pour représenter ce niveau conceptuel, c'était le fameux modèle entité-association donc de Peter Shen en 1976, et qu'en France va être vulgarisé, pas vulgarisé, mais on va dire popularisé par la méthode Meurice pendant plusieurs décennies, et qu'au jour d'aujourd'hui, on retrouve sous différentes variantes, sous différentes terminologies, donc dans le modèle UML, qui reste quand même beaucoup plus proche du monde des systèmes que du monde de l'utilisateur. ARIS, qui est une notation développée dans le monde germanophone, donc en Allemagne, et puis qui est une autorité internationale qui permet de représenter un peu plus l'entreprise, donc qui essaie un peu de regarder du côté de l'entreprise et avoir un œil sur l'entreprise, donc le monde de l'entreprise avec sa hiérarchie, ses organigrammes, etc., et puis le monde des systèmes. Et enfin, BPMN, qui est une notation qu'on enseigne aujourd'hui dans les écoles de management et du système d'information pour décrire les processus métiers, parce que c'est le niveau conceptuel qu'on va mettre entre l'ordinateur et le monde réel, c'est évidemment le point d'ancrage, c'est les procédures, c'est-à-dire la manière avec laquelle le travail va se réaliser. Quelques travaux auxquels j'ai plus ou moins participé, mais en tout cas que j'ai eu l'occasion de connaître en profondeur, c'est les travaux donc, du laboratoire CRI à Paris 1, à l'Université Paris 1 Sorbonne, donc avec le professeur Colette Roland et son équipe, qui avait travaillé ce qu'on appelle sur la modélisation orientée objectif, ou dans la théologie anglo-saxonne, c'est Goal-Oriented Requirements Engineering, donc l'orienté objectif. Et donc, l'idée, c'est de ne plus regarder du côté des systèmes, mais de regarder évidemment du côté de l'entreprise, de l'organisation. Et on ne va pas décrire le fonctionnement de l'organisation, mais on va décrire les objectifs de l'organisation et faire une hiérarchie des objectifs. Donc, la méthode qui avait été développée dans ce travail autour d'un outil qui s'appelait l'écritoire, dont vous trouverez facilement la référence. Donc, dans l'écritoire, pour comprendre les besoins des utilisateurs et pour savoir quel système est-ce qu'on doit construire, on raisonne en termes de goal, d'objectifs, et puis de scénarios. Et puis pour chaque objectif, on va écrire une série de scénarios, et c'est ces scénarios qui vont permettre de découvrir d'autres objectifs. Et on va construire une hiérarchie d'objectifs et de scénarios, et l'outil l'écritoire était censé, c'était un outil complexe à développer, donc il y avait un prototype, et qui est censé vous aider le designer, le concepteur, le chef de projet, à comprendre ce que l'utilisateur veut en partant des besoins, des objectifs. Et cette notion a été aussi développée par donc John Milopoulos, qui est un chercheur extrêmement renommé dans le domaine, que j'ai eu aussi l'occasion quelquefois de croiser, avec donc notamment, il avait développé un langage qui s'appelle ISTAR. Donc ISTAR n'est pas un langage de programmation, c'est un pur langage de description d'objectifs. Et comme vous pouvez le voir ici, on fait une sorte de network, un réseau dans lequel des objectifs contradictoires, combinés, vous voyez le OR et le AND, c'est-à-dire que pour réaliser un objectif, par exemple, pour, pour augmenter pour augmenter le retour sur investissement, évidemment, il faut augmenter le profit par véhicule et puis augmenter le nombre de véhicules qu'on va vendre, par exemple. Donc, c'est le AND. Et puis le OR, c'est-à-dire que le même objectif peut être atteint par différents objectifs, etc. Et puis aussi,
le développement va se focaliser aussi sur le requirement engineering, c'est-à-dire l'ingénierie des besoins. Et donc là, j'ai repris une étude qui a été faite par donc des chercheurs au laboratoire de l'Université de Lund, où j'ai été en sabbatique à un certain moment, et dans lequel a participé donc Christophe Vnouk, qui a visité notre laboratoire en 2018. Donc, ils avaient fait une étude de cas chez Sony Ericsson sur des projets où les besoins étaient immenses. C'est-à-dire il y avait plus de 100 000 besoins des besoins qui venaient du marché, des besoins qui venaient de la plateforme, des besoins qui venaient des produits existants, des besoins qui venaient ou des exigences qui venaient donc des partenaires, etc. Et que le challenge était de pouvoir gérer évidemment 100 000 besoins différents, 100 000 exigences différentes. Et donc, vous imaginez que pour développer les logiciels qui permettent de faire tourner nos fameux smartphones, c'est une tonne d'analyse qu'il faut faire. Et puis, donc, l'équipe de l'Université de Lund a beaucoup contribué dans cette requirement engineering at scale, c'est-à-dire à l'échelle. Enfin, un dernier élément, je ne vais pas m'attarder non plus, c'est cette notion du fit et du misfit que j'ai évoqué, et c'est les travaux, donc encore une fois, de l'équipe de Paris 1, qui était de dire que pour mesurer l'écart qu'il y a entre le système informatique et le monde réel, et ce fameux gap, ce fameux point d'interrogation entre les deux, on va utiliser des modèles. Et on va définir des métriques sur les modèles. Et on va construire des modèles qui combinent un peu, non pas le goal et le scénario, mais le goal et la stratégie de réalisation. Et puis, on va faire des modèles comme ceux que vous voyez ici. Et puis, avec ces modèles, on va pouvoir mesurer l'écart entre un système existant et le monde réel ou l'entreprise vers laquelle il est censé s'impliquer et pouvoir dire que cet écart est trop élevé ou bien cet écart n'est pas trop élevé et qu'on puisse travailler et faire l'ingénierie de cet écart. Et enfin, une autre façon d'analyser le fit et le misfit, donc dans une autre analyse qualitative, plus orientée utilisateur final, qui va dire que le fit et le misfit, c'est-à-dire cette combinaison ou cet alignement, comme a évoqué mon collègue Imed, qui est bien connu, donc l'alignement, cet alignement entre le monde réel et puis le système, ou l'impact d'un système sur le monde réel se traduit par deux axes d'analyse, qui est d'abord les déficiences, c'est-à-dire quelles sont les fonctionnalités que les utilisateurs ne vont pas pouvoir faire réellement. Donc, le fait d'introduire un système fait que je ne peux plus faire certaines choses que je faisais avant. Et puis, les impositions, c'est-à-dire le fait que j'introduis un système dans une organisation, va m'imposer à faire des choses. Et donc, c'est un impact. Donc, ils mesurent un peu l'impact à travers ces deux choses et ils vont définir 6 dimensions analysées qui sont au niveau des fonctionnalités, au niveau des données, au niveau des rôles, au niveau de l'utilisabilité, au niveau du contrôle et puis de la culture organisationnelle. Donc, vous voyez la culture organisationnelle, là, leur modèle a été émergé depuis une étude sur les ERP, sur SAP. Et donc, SAP, qui est une grosse machinerie logicielle, lorsqu'on la met dans une organisation, elle va imposer beaucoup de choses. Donc, elle impose l'organisation à changer. Et puis, les utilisateurs vont se trouver avec des déficiences, c'est-à-dire des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Et c'est ce qu'on appelle par la suite, on va faire du développement spécifique, qui n'est pas une solution facile, qui est une solution très coûteuse. Voilà. Voilà, j'espère avec ça un peu tracer le contour de la discipline des systèmes d'information. Rapidement, pour que je ne dépasse pas les 60 minutes que je m'étais alloué, je vais prendre peut-être 5 minutes de plus, on va parler de transformation numérique. Alors, transformation numérique, c'est quoi? Alors, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur le sujet. J'ai choisi cette sorte de définition qui fait différence entre digitization et digitalization, et qu'on peut traduire par dématérialisation, qui est tout simplement utiliser un support digital au lieu d'un support physique. Donc, au lieu d'avoir un CD, je vais avoir un streaming, typiquement. Au lieu d'avoir un document imprimé, j'ai un document PDF. Donc, ça, c'est un peu la dématérialisation et qui est très utilisé lorsqu'on parle, par exemple, de la dématérialisation des procédures. C'est un mot qui revient souvent dans les politiques publiques en France. Par contre, la transformation numérique, c'est la digitalisation, c'est différent. C'est l'utilisation avec un objectif, l'utilisation du numérique avec un objectif de créer de la valeur, d'améliorer le business, de remplacer, de transformer l'activité.
Ce n'est pas juste de remplacer un support physique par un support matériel, un support numérique. C'est que je vais changer la manière avec laquelle je vais faire du business. Prenez Netflix, par exemple. Ce n'est pas seulement des films qui sont, au lieu d'être sur un DVD, ils sont sur un streaming, mais c'est aussi toute une manière différente de regarder la télévision et de regarder les programmes multimédia. Et donc, on peut définir la transformation numérique comme les facettes de la transformation numérique, c'est comprendre le client, enrichir la rencontre, le point de contact avec le client, modifier les activités, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, à l'instant, c'est modifier les procédures, non pas juste les dématérialiser. D'accord ? Et comme dit Gilles Babinet, un spécialiste de la transformation numérique, si la procédure administrative n'était pas très bonne, lorsqu'on va la dématérialiser, elle ne sera pas aussi bonne, elle peut même être pire. Et donc, dématérialiser, ce n'est pas juste remplacer le papier par du numérique, c'est redéfinir. Donc, on revient à l'idée du business process re-engineering, donc redéfinir la procédure. Donc, évidemment, la transformation numérique, c'est aussi numériser les processus, accroître le chiffre d'affaires, manager la performance autrement. Et puis, il y a un modèle qu'on peut plus ou moins adhérer ou bien un peu le contester, c'est le fameux modèle de 2011 sur les trois facettes principales donc, de la transformation numérique, c'est-à-dire c'est comprendre encore le client, accroître les ventes, soigner la relation avec le client, piloter la performance, dématérialiser les processus. J'ai utilisé le mot dématérialiser, mais c'est plutôt redéfinir de manière numérique les processus. Voilà, ça, c'est ce qu'on voit dans le modèle d'affaires, parce qu'évidemment, lorsqu'on redéfinit le processus, on peut être amené à changer le business model. Alors, le terme est devenu français, c'est incroyable. En quelques années, le mot Uber, donc de l'entreprise Uber, ubérisation, est devenu synonyme donc de cette prise de contrôle d'un domaine économique par des nouveaux entrants. Et là, vous voyez que tous les taxis, par exemple, les hôtels, les services à la personne, l'éducation, la location ont été fortement ubérisés, entre guillemets, mais qu'il y a d'autres où ce n'est pas encore le cas, le bâtiment, le domaine juridique avec les avocats, etc. Et donc, mais c'est un changement qui est en marche et la transformation numérique est en marche et elle pose évidemment énormément de challenges. Donc, une des conceptualisations très importantes, c'est que cette notion d'alignement, c'est-à-dire où on va, encore une fois, le point d'interrogation que j'ai posé tout à l'heure, eh bien, il se définit différemment. C'est-à-dire que l'informatique n'est plus au service de l'entreprise et l'entreprise n'utilise pas le système informatique, même si ça, c'était dès le début la définition même des systèmes d'information, mais il y a une intrication entre les deux qui est beaucoup plus riche, beaucoup plus problématique que dans le passé. Et donc, ce travaux donc, très connu dans le sens dans le comité de la recherche, très cité, et donc qui va dire qu'il n'y a plus de stratégie d'entreprise. Il n'y a qu'une stratégie numérique. C'est-à-dire qu'une entreprise ne peut plus réfléchir sa stratégie métier sans en même temps réfléchir sa stratégie numérique. Et que la stratégie numérique, la stratégie informatique, le fameux plan d'activité, attendez, je perds le terme, pardon. Et donc, la fameuse stratégie informatique d'une entreprise ne peut plus se concevoir sans impliquer une réflexion sur le métier lui-même. Et donc, le numérique et le métier doivent avancer en même temps, doivent être réfléchis en même temps. Et donc, c'est ce qu'il appelle le Digital Business Strategy. Donc, ça, c'est évidemment une remise en cause, d'une certaine façon, du b.a.-ba, de la vision qu'on avait des systèmes d'information, même si on avait une vision structurationniste, même si on avait une vision d'un artefact socio-technologique, etc. Ici, on va beaucoup plus loin. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se passer. Donc, dans une version très récente donc, des auteurs du fameux rapport du MIT, où vous le voyez ici, ils redéfinissent un petit peu, ils vont un peu reformuler encore avec plus de précision les fameuses dimensions qu'ils avaient prévues. Et on voit très bien qu'aujourd'hui, la notion de plateforme, c'est-à-dire ce n'est plus une application informatique, ce n'est plus tout un système informatique, c'est une plateforme. Et une plateforme sous-entend une ouverture vers un nombre incalculable de partenaires, c'est une ouverture vers le client, c'est une ouverture vers le monde extérieur qui n'est pas du tout celle qu'on avait initialement lorsqu'on avait les systèmes même les plus sophistiqués dans une organisation. Et donc, quelle démarche
pour la transformation numérique, évidemment, ici, vous voyez une sorte de modèle, un framework qui a été proposé récemment, donc 2019, et qui a eu beaucoup de succès apparemment, vu le nombre de citations, et donc qui dit que, c'est-à-dire que l'utilisation, vous voyez ici, la clé de voûte, elle est là, hein, c'est Use of Digital Technologies, donc l'utilisation des technologies numériques va, va alimenter des disruptions, c'est-à-dire des modifications en profondeur, auxquelles il faudra répondre par une stratégie adéquate. Je pense notamment dans le monde de l'éducation, évidemment, c'est les MOOC et les enseignements en ligne. Et le fait d'utiliser le numérique fait que on est obligé de s'aligner sur cette stratégie et de répondre à ce qui se passe dans le monde extérieur, par exemple, ou bien de comprendre l'élève différemment, etc. Et puis, donc ça va permettre un changement de valeur donc, dans les manières avec lesquelles on crée de la valeur. Et donc, le modèle, mon collègue Imed Bougzala connaît ça encore mieux que moi, évidemment, c'est que les écoles de commerce, mais toutes les écoles, quelles qu'elles soient, les écoles du supérieur, évidemment, sont confrontées à ce challenge et ce que le modèle d'affaires ne peut plus être uniquement basé sur l'encaissement des frais d'inscription d'un élève et qu'il faut se diversifier autrement et réfléchir dans une logique de plateforme, dans une logique de changement des structures, même des organisations, etc. Et qu'il y a évidemment des challenges organisationnels en termes d'inertie des utilisateurs et il y a des impacts négatifs, positifs. Les négatifs, ceux qui sont un challenge incroyable, évidemment, c'est la sécurité, la privacy, donc la sécurité des données des utilisateurs. Et puis les questions, donc les questions éthiques qui se posent aujourd'hui, qui est un domaine de recherche dans lequel je mène une petite enquête avec mes collègues donc d'IMT et BS, Madame Christine Balaguer et lauréat Bayada, sur notamment l'éthique, les questions éthiques qui se posent lorsqu'on utilise des algorithmes d'apprentissage dans les projets à base d'intelligence artificielle. Et comment est-ce que ces challenges sont perçus par les utilisateurs, etc. Et c'est évidemment donc une question très importante. Voilà. Donc, pour conclure rapidement, à travers cette image que j'ai donnée donc, de l'historique, vous voyez, le numérique n'a pas d'inventeur, c'est quelque chose de tofu, de complexe, de diffusion complexe qui fait venir beaucoup de choses, les langages de programmation, les réseaux, les architectures matérielles, les systèmes, les idées aussi, etc. Et donc, c'est le développement du web, aujourd'hui, c'est le développement de l'intelligence artificielle, de la statistique, donc du big data, etc., qui va avoir un impact. Donc, l'impact du numérique est évident, il est évident, personne ne peut le contester, mais il reste quand même très difficile à évaluer d'une manière formelle. Et puis, il y a un monopole, vous connaissez les GAFA, hein, Google, Amazon, Facebook, etc. Il y a un monopole sur ça. D'un point de vue donc, de la recherche, il y a de nouvelles technologies qui sont beaucoup plus puissantes, beaucoup plus intrusives, beaucoup plus disruptives, intrusives, c'est-à-dire qu'elles viennent s'infiltrer dans notre vie quotidienne, elles viennent s'infiltrer dans la vie quotidienne des organisations et elles les disruptent, c'est-à-dire elles les explosent, elles les forcent à changer et elles apportent beaucoup de bonnes choses et beaucoup de mauvaises choses. Hein. J'ai parlé des virus informatiques, encore une fois, SolarWinds, si vous avez entendu parler, c'est vraiment inquiétant, c'est-à-dire que la vulnérabilité aujourd'hui de la société et du monde réel vis-à-vis des systèmes numériques, automatiques, automatisés, etc. Donc, l'économie numérique est une réalité. La capitalisation des 4 GAFA, des 4 entreprises du GAFA, dépasse tout le CAC 40, je crois. C'est incroyable, alors qu'elles ne manipulent que du numérique, c'est-à-dire que du virtuel. Et puis, évidemment, les questionnements éthiques et d'autres sont soulevés. Old wine and new bottles, est-ce qu'on est en train de réinventer la roue? Oui et non, quand même. C'est-à-dire que beaucoup de choses sont toujours d'actualité. Le business process re-engineering, la modélisation conceptuelle reste tout ce que j'ai présenté et que je n'ai pas présenté sur le sujet, reste d'actualité comme un outil conceptuel d'analyse des problèmes. Mais il y a quand même des impacts réels, hein, ce que j'ai parlé de l'alignement et la notion de stratégie, et donc la vision même du rôle de l'informatique dans une organisation est en train de changer. Même si la notion de système d'information dans les années 70 a imposé que ce n'est pas juste un outil, mais c'est quelque chose de beaucoup plus complexe qui se construit
qui se structure et qui est structurant des deux côtés. Aujourd'hui, on va au-delà de ça pour dire qu'on ne peut plus réfléchir le métier sans réfléchir le numérique et que réfléchir le numérique revient à réfléchir le métier. C'est-à-dire les deux sont interrelationnés. Et l'exemple type, c'est par exemple Amazon, par exemple Netflix, où la stratégie de l'entreprise est basée, elle est noyautée par la stratégie numérique et vice-versa. Et que toutes les entreprises aujourd'hui sont un peu dans cette problématique d'évolution vers quelque chose de nouveau dans un nouvel univers, celui de la transformation numérique, où l'architecture des entreprises doit être redéfinie. Dans quelle mesure, on ne sait pas. On a mené un travail de recherche donc avec Moad Hafsi, qui je pense est avec nous aujourd'hui, sur ce sujet-là. Et puis, évidemment, l'agilité qui était c'est mon dernier commentaire. Donc, l'agilité qui était la clé de voûte pour aborder le projet informatique, aujourd'hui, elle est au cœur même de la logique de la transformation numérique parce qu'on tâtonne dans un univers complexe où il n'y a pas une seule réponse pour une même question. Voilà. Merci pour votre attention. J'espère que je répondais à vos questions et puis, enfin, répondu à vos interrogations sur le sujet. Et puis, je suis ouvert à toutes les questions pour pouvoir en discuter. J'espère qu'il y en aura quelques-unes. Merci beaucoup, Saïd. C'est très intéressant. En tout cas, pour moi, c'est particulièrement intéressant parce que ne venant pas de la même entrée en management des systèmes d'information, c'est intéressant parce que toi, tu es rentré dans ces systèmes, enfin dans ce champ de recherche par justement l'entrée plus artefactuelle, c'est-à-dire des objets en lui-même. Moi, c'est vrai que j'y suis rentrée plutôt par la logique des flux, c'est-à-dire de l'information en elle-même, de comment on gère le flux d'informations. Et on voit bien qu'on converge évidemment à la fin, mais que les approches sont très complémentaires. Donc, vrai, pour moi, c'était vraiment absolument passionnant. Merci beaucoup. J'imagine qu'il y a beaucoup de questions de la part des participants. Donc, on peut laisser la parole justement aux participants. Il y a peut-être des questions par écrit. Là, il n'y en a pas actuellement, mais… D'accord. Bon, Nathalie, on avait un peu chatté tout à l'heure. Je ne sais pas si tu souhaiterais faire un commentaire. Je sais que tu as beaucoup travaillé, par exemple, sur la notion de l'échec et le succès des projets informatiques. Dis donc, là, tu me mets directement en face de tout le monde, merci. C'est pas grave. C'était super d'avoir cette espèce d'aperçu global, surtout vers la fin. Et puis le début, moi, ça m'a rappelé des souvenirs, c'était rigolo. J'ai appris COBOL. Donc, c'est intéressant d'avoir cette espèce de perspective sur une longue durée, quoi. C'est sympa. Moi, surtout, ça me permet aussi, moi, de mieux comprendre un petit peu comment toi, tu vois les choses, qui est aussi intéressant, et comment la façon dont tu l'as structuré, c'est sympa. Tes diapos sont super, c'est facile, c'est sympa. Et je pense que quelqu'un d'autre l'aurait fait différemment, forcément, je l'aurais sûrement fait un peu différemment, mais il y a quand même des choses qui se recoupent beaucoup. Et puis, c'était très clair avec l'évolution, comment ça a évolué. Moi, ce qui m'intéresserait plus, c'est pourquoi ça a évolué comme ça plutôt qu'autrement, évidemment. Exactement. Ça, c'est une question très intéressante. C'est une question intéressante. Et puis, l'autre chose, vers la fin, alors l'espèce d'explosion à la fin avec le vial, les trucs de vial à la fin, qui sont gigantesques, quoi. C'est intéressant que tu utilises ça, l'article de vial qui visiblement a été beaucoup cité. Je n'avais pas percuté d'ailleurs. Alors, merci de l'information, je vais aller voir. Et par contre, ce que je me posais comme question, moi, mais alors c'est peut-être pas, je ne sais pas si ça sera utile aux autres, mais si on regarde cette dernière diapo de Vial, enfin la plus grosse, moi, ça m'a fait penser, enfin, le mot qui m'a sauté aux yeux, c'était abondance. Et par contre, moi, je ne sais pas si je n'ai pas cherché, hein, mais je me demandais s'il y avait aussi des choses. Par contre, ce que ça fait, ce niveau d'abondance, particulièrement avec le Covid, hein, on est face chacun sur son petit ordi à cette abondance d'interaction et de systèmes, de plateformes et de mots de passe et de je ne sais quoi, et de patati et patata. Ouais. Donc, l'effet que ça a sur les gens, quoi, sur les consommateurs, sur les utilisateurs, pas que les consommateurs, mais aussi, je ne sais pas moi,
pour renouveler Ouais. son passeport, pour payer ses impôts, pour gérer sa banque. On est mis face à une donc il y a une ubérisation ailleurs aussi qui est assez invisible. Et les effets, moi ce qui m'intéresse, c'est les effets profonds que ça a sur nos niveaux de bien-être d'une certaine façon. Et ça, je Oui, sais oui, pas. oui. Ah, c'est une réflexion. Oui, oui, tout à fait. Mais c'est la dimension sociologique aujourd'hui, elle est encore plus prégnante que dans le passé, Absolument, ouais. évidemment. C'est Évidemment. partout maintenant. Ouais. Oui, oui. Et puis l'effet que ça a Et sur certains groupes aussi, par exemple les personnes âgées, oui, qui sont oui. Et je complètement pense qu'on est incapables. je pense qu'on est un peu débordé par la machine. Je pense C'est notamment, par ça, le exemple, à toutes ces débordement, c'est questions assez. de Ouais. fake news et puis de l'impact sur les Oui, personnes de troisième âge. On est de un peu faire débordé par la sens, situation. C'est-à-dire que le c'est ça. numérique prend une telle place dans la vie réelle que Ouais, il fait exploser les choses ouais. beaucoup plus, d'une manière beaucoup plus Insidieuse presque. complexe, oui, Ouais, insidieux ouais, que par le passé. Et ça, ouais, ça soulève beaucoup de questions de monde de recherche. ouais, Moi, ça soulève aussi une inquiétude. L'impact aussi ouais. sur les jeunes, sur les personnes de troisième âge, mais aussi sur les enfants et les jeunes. Bien sûr, absolument. Aujourd'hui, Les deux, oui, découvrent le numérique et oui, oui. qui le Les considèrent personnes comme qui une sont chose acquise. moins, voilà, puis les personnes qui ont moins d'accès Ouais, au savoir, etc. Il y a une toute petite série de messages, alors je ne vais pas te monopoliser. Je vais laisser Aurélie peut-être ouais. gérer un peu les commentaires. D'accord. Merci, Nathalie. Merci beaucoup. Merci Ouais. Saïd. Merci. Merci. Elle est où ta présentation d'ailleurs? Pour télécharger, Ouais, le lien, si tu regardes dans la discussion, tout au début de la discussion, il doit d'accord, apparaître. ok. Ouais. Merci. Non, je te l'envoie tout à l'heure. Voilà. D'accord, ok. Donc, il y a une question de Taoufik. Taoufik, je vous laisse la poser parce que je trouve qu'elle est intéressante aussi, votre Ouais. question. Oui, bonjour, bonjour tout le monde. Non, je réagissais donc par rapport à une des dernières remarques en disant qu'il n'y a pas d'inventeur du numérique en tant que tel et que c'est une succession de choses. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire que l'arrivée d'Internet en constitue à la fois aussi bien son élément déclencheur que son socle? Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est-à-dire Internet dans le sens pas seulement le réseau physique, mais aussi le protocole Internet. C'est-à-dire Oui, le IP, le fameux Internet protocole, protocole d'Internet. Effectivement, c'est vrai, c'est le socle. C'est le... Bon, après, s'il n'y avait pas le HTML, s'il n'y avait pas l'HTML5, le nouveau, s'il n'y avait pas la capacité c'est-à-dire d'interfacer les systèmes existants avec le web, on n'en serait pas là non plus. D'accord? Donc, c'est vrai, tout ça s'appuie sur Internet, mais il y a aussi d'autres choses. Le fait qu'on puisse faire un achat en ligne, c'est beaucoup, beaucoup plus loin que le réseau lui-même. Et je pense qu'au début, lorsqu'on a conçu le réseau, on n'aurait pas pu imaginer oui, que cette connexion permette non seulement de s'envoyer des messages, mais de pouvoir interagir avec un ordinateur et de pouvoir faire une transaction, etc. Et ça, c'est au-delà du IP, c'est au-delà du protocole Internet, au-delà oui, du réseau physique lui-même. Regardez la crypto-monnaie, par exemple. La crypto-monnaie, évidemment, ça s'appuie sur le réseau Internet et sur tous ces protocoles technologiques et sur les langages et le web, mais c'est encore une étape au-delà. Bon, quel impact ça va avoir sur le monde bancaire? Elle a déjà aujourd'hui un certain impact quand même. Hein. On prédit que ça va exploser, mais n'empêche qu'elle ne fait que monter et on s'étonne, etc. Donc, bon, je suis d'accord avec vous, mais en même temps aussi, ça reste difficile à identifier oui, quelque chose qui soit vraiment le. Mais le socle, évidemment, c'est le réseau. C'est le oui. réseau. Et le Mais réseau effectivement, reste mm, l'un des plus grandes inventions de l'humanité. Hein. Cette capacité à accéder à la connaissance, je pense à Wikipédia. Moi, je suis un grand fan de Wikipédia parce que c'est un outil extraordinaire qu'on met à la disposition de tout le monde et qu'on devrait d'ailleurs sauvegarder. Il risque de disparaître sous les coups du commerce, quoi. Ouais. Merci. Il y avait une remarque de Anou. Anou, tu veux préciser parce que tu nous as mis un acronyme dans la conversation, mais peut-être que tout le monde ne connaît pas. No, no. It was an excellent presentation, Saeed. I don't know. Can you hear me? Yes, Yes. I hear you. Yes. Yes. Yeah. So
No, my comment was just the same, reflecting on what Natalie had just spoken also. It's to do with the ICT and society. Yes, So, IT and society, yes. yeah, this is similar to what she had said about how information systems is actually impacting well-being, but there are also so many issues concerning different countries and access to internet and in developing countries and how they're impacting, not having the access, that is, and so on. So, Le sigle qu'elle a mis ICT4D, c'est ICT for Development. Oh, ICT for Development, yes. Oui, oui, bien sûr. Aujourd'hui, le numérique, bon, c'est ça, la transformation numérique, c'est pas au-delà des systèmes d'information, ce n'est pas juste un outil, même si c'est un outil structuré, c'est un outil qui permet, c'est-à-dire qui est au cœur même de l'économie même. Et évidemment, dans les pays, par exemple, africains, aujourd'hui, enfin, je parle de l'Afrique en particulier, mais le ICT for Development est une question qui est très, très recherchée. Hein. Je connais très bien une revue, notamment spécialisée sur le sujet, IT for Development, ITD Journal. Voilà. Et donc, I agree with you, Anu. I mean, we are totally in phase that IT has a very strong impact, but at the same time also can be the heart of a strategy, economical strategy in a company, on the whole country, the level of the whole country. Yeah. That's what you wanted to add? Yeah, just a comment. Yeah, thank you. Alors, moi, justement, ça m'amène à une remarque concernant ta présentation, Saïd, parce que ne venant pas de la même origine, mais arrivant au même point, j'ai pas tout à fait la même perspective. Moi, je suis rentrée sur les systèmes d'information en m'intéressant justement à la gestion de l'information. Et au départ, en travaillant sur les questions d'usage de l'information et notamment du pouvoir, c'est-à-dire du pouvoir qu'offrait l'information. Et ce qui est très frappant en fait dans ta présentation et dans finalement les réponses que tu fais aux questions, c'est qu'on a l'impression que l'ensemble de ces systèmes d'information sont hors contrôle, c'est-à-dire il n'y a pas de système de gouvernance, il n'y a pas de système de gestion finalement globale et vraiment de gouvernance de qui décide quoi sur tout ça. Est-ce qu'on est vraiment, selon toi, dans un environnement où il n'y a pas du tout de gouvernance des systèmes d'information, que ce soit dans les entreprises, que ce soit dans la société en général? Est-ce que tu penses que vraiment les systèmes échappent aujourd'hui à tout ce type de gouvernance? Est-ce qu'on est hors contrôle finalement? Oui, très, très intéressant. Merci, Aurélie. Très intéressante réflexion. Alors, échappe à tout contrôle, je vais mettre deux niveaux. Si tu veux. Au niveau d'une entreprise, le système peut échapper à son contrôle, notamment, par exemple, à travers ce qui se passe sur les réseaux sociaux, les commentaires qui sont faits sur une entreprise, l'impact que peut avoir une intrusion cybernétique, une attaque cybernétique sur une entreprise. Donc c'est vrai que les entreprises sont un petit peu plus vulnérables et que le contrôle ne peut pas être à 100%. C'est très difficile d'avoir un contrôle à 100%. On parle d'une anecdote d'un employé de Total qui a été licencié parce qu'il avait posté une image sur Facebook où il était à côté d'un endroit où il ne devait secret, et puis enfin sur un projet de secret défense, et par hasard, par erreur, il a diffusé une photo sur Facebook, on l'a licencié parce qu'il avait diffusé cette photo. Bon, donc les entreprises, évidemment, essayent de contrôler, et elles y arrivent plus ou moins, mais il reste quand même une part de vulnérabilité, et c'est là qu'est le deuxième niveau de réponse, qui est au niveau global. Mon fils, qui est en seconde, m'a posé une question très intéressante qui a été sortie dans un de ses cours. Elle m'a dit, papa, est-ce que Internet peut tomber? C'est-à-dire, est-ce que Internet peut cracher, peut s'arrêter? Théoriquement, non, parce que le réseau a été construit dans une logique convexe, c'est-à-dire qu'il y a des multitudes de chemins entre les différents points, et que n'empêche que le réseau Internet est basé sur, je crois qu'il y a 7 serveurs principaux, dont un racine, qui est la racine de tous les serveurs, donc qui font le routage des adresses email, et que c'est ces serveurs-là, si l'un des deux est arrêté, une bonne partie du réseau Internet s'arrête, et si
le serveur principal de cette hiérarchie de serveurs d'adresses s'arrête, tout l'Internet s'arrête. C'est-à-dire que le google.com ne peut plus aboutir parce qu'on n'est plus capable de trouver le google.com correspond à quelle adresse. Et donc, comment est-ce que cette chose-là peut arriver? On se pose déjà la question, ces serveurs, ils sont où? Qui contrôle le routage sur Internet, le routage au niveau le plus élevé? Eh bien, historiquement, c'est les États-Unis. Il y a une instance, je ne me rappelle plus son nom, mais il y a une instance internationale qui est censée contrôler ça, mais c'est quand même contrôlé par les États-Unis. Et on a vu que, par exemple, en Iran, ils ont réussi à mettre en place une architecture et un système de contrôle qui permet qu'on peut arrêter Internet pratiquement à 100% sur tout un pays pendant plusieurs jours d'affilée. Et donc, le système nous échappe, c'est vrai, mais on est beaucoup plus vulnérable. Et bon, qui le contrôle? C'est une question un peu ouverte. Hein, et malheureusement, il n'y a pas d'instance internationale vraiment claire pour ça. Et je crois que c'est un peu comme le problème dans l'espace, c'est comme le problème sur les ressources, sur l'eau, sur la mer, les ressources donc de la pêche, des choses comme ça. On a beaucoup de mal à se mettre d'accord. Et c'est un peu la loi de la jungle. Et ça reste un petit peu la loi de la jungle dans le cyberespace. Hein. Et là, sur SolarWinds, donc le fameux virus récent là, qui a eu beaucoup d'impact, tout le monde est d'accord qu'il n'y a pas de loi. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun recours juridique. On accuse les Russes, mais c'est peut-être pas eux, c'est peut-être j'en sais rien du tout. Hein. Donc c'est vrai que la gouvernance, elle échappe un petit peu. Je pense qu'aujourd'hui, avec donc le fameux événement, je reviens encore une fois sur cette histoire de SolarWinds, c'est-à-dire les États-Unis, l'Amérique, qui contrôlent le web, se rendent compte quand même qu'eux-mêmes sont vulnérables. Et que, vous savez, même il paraît que les installations des missiles nucléaires a failli être hackées. Donc, voilà, un sous-marin nucléaire peut être hacké, c'est extrêmement inquiétant. Et le fait que les Américains, parce que c'est eux qui quand même sont au cœur de tout ça, se sentent vulnérables, ça veut dire, je répondrai donc oui, effectivement, le système nous échappe un petit peu, il échappe à tous les acteurs, à différents niveaux, au niveau du petit, mais au niveau le plus élevé. Et puis, si je reviens encore au niveau micro, hein, on est vulnérable, n'importe qui peut prendre une photo de nous, la diffuser. Moi, je m'inquiète beaucoup pour les jeunes, hein, parce qu'il suffit qu'il y a eu des scandales, bon, vous pouvez les trouver, l'information dessus, hein, des scandales très graves, des jeunes qui se sont suicidés parce que voilà, on a hacké leurs données et puis on a pris une photo dans une posture et voilà, et puis ça a diffusé, ça, voilà. Et on a du mal, on est menacé un peu, c'est devenu un peu une menace. Hein. Oui, non, mais merci pour ta réponse. C'est très intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus parce que c'est des débats qui émergent aujourd'hui parce que la ressource numérique prend de la valeur. C'est-à-dire qu'avant, on considérait que bon, c'était de l'intendance, que ça suivrait, qu'il n'y avait pas vraiment de valeur. Aujourd'hui, ça prend de la valeur. C'est non seulement une valeur économique, mais une valeur politique. Hein, c'est ce que tu dis. Il y a des enjeux derrière qui sont extrêmement importants, de sécurité nationale, des enjeux sociaux, des enjeux, on voit bien. Et donc, ça rejoint les questionnements éthiques aussi que tu poses, hein, que tu es en train de traiter avec Christine et avec tous ces chercheurs qui travaillent sur l'éthique du numérique. C'est jusqu'où on peut laisser cette ressource qui est le numérique sans gouvernance. Ce n'est pas forcément un contrôle, c'est une gouvernance, c'est-à-dire qu'un contrôle, je pense que ce que tu dis est juste, je pense qu'on ne peut pas le contrôler. En revanche, on peut peut-être le gouverner, c'est-à-dire arriver à définir ensemble des règles d'usage, des règles de positionnement, des règles de création aussi. Enfin, voilà. Mais c'est un débat qui est long, mais je trouvais que c'était intéressant de t'entendre sur ce sujet. Merci pour ta réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être ? I just wanted to add to what Aurélie just said. There's this, I mean, very close to what information systems, I mean, we saw that information systems evolved through the importance of technology, the hardware, and then the software. And then it's the entire process that's creating problem because of disruption. We need to change the way we function and so on. But now the most important, like what Aurélie said, has become the data. So EU is
because we're talking about the governance, I just wanted to say that EU is taking a much more forward-looking, proactive stance in data. So we have they are talking about the EU data space, which has been already created called Gaia-X. And here we are talking about data sovereignty. Data sovereignty means now it's not about who has the hardware or who has the software anymore. It's about who has the data. So it's all about governing the data. So data sovereignty is a new concept that is being pushed by EU, which we don't have a similar concept in US or in any other part of the world. So I guess the future would be it's to try to govern data in a more fair and equitable manner, so everybody is benefited. And the idea is to also give the control back to the individual. So I definitely agree with you, Anu. Yes, data is a very important dimension of the governance, and the rules of GDPR, for example, is a step towards governance of data at the personal level and at the company level. However, I think the question of Aurélie is more general, and I thank you for making it more specific about data. But there is, of course, no control there is no any governance of data at the international level, and maybe I think someday this problem will be faced very soon. Yeah, that's what I was saying. So they're trying to control one aspect of the IS, which is data in the Europe right now. So, which is a good thing. Let's see what happens. Yeah. Thank you. Oui, bonjour, si je peux me permettre. Oui, Moad. Bonjour tout le monde. Une remarque, plutôt un complément, une question. Le premier complément, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Saïd, sur la notion notamment de l'alignement, qui prend de plus en plus, je dirais, moins de place. Et en fait, tout simplement parce que, comme tu l'as bien dit, la transformation numérique est liée en fait à la notion de l'innovation. Et parmi les conclusions justement qu'on a eues là, au travail en fait de recherche, c'est que l'alignement en soi ne doit pas être en fait un objectif. Et en fait, l'alignement, si on le met en tant qu'objectif, ça peut abolir même en fait la notion de l'innovation. Et ça, on peut le comprendre aujourd'hui dans les entreprises qui suivent un peu les tendances. On parle par exemple de la blockchain. Les banques aujourd'hui vont se demander comment intégrer en fait la blockchain. C'est-à-dire, on part d'une technologie et derrière, on va trouver en fait des cas d'usage pour justement implémenter cette technologie. C'est-à-dire un besoin métier qui va répondre à cette technologie. Donc, on n'est plus dans les modèles un peu qu'on connaissait, c'est-à-dire une informatique qui vient en fait pour répondre à un besoin métier, mais plutôt de la technologie qui va justement orienter les réflexions métiers. Ça, c'était en fait le complément et qui illustre un peu quelques conclusions en fait de notre travail de recherche. Après, pour la question, c'est toujours ma curiosité en fait sur la notion de la théorie autour de l'ingénierie, notamment la notion de la théorisation. Quand on parle en fait ici de la notion en fait du système d'information, certes, on s'appuie justement sur les sciences comportementales, sur les théories en fait existantes pour comprendre l'utilisation de telles technologies, etc. Et les exemples que tu as donnés, c'est très pertinent. Par contre, si on se limite à la notion même de l'informatique, de l'ingénierie, est-ce qu'on peut parler en fait de théorie? Oui, alors cette question, on en a un peu discuté toi et moi dans d'autres contextes, mais elle est, tu sais, la notion de théorie, la théorie de l'action qu'on l'appelle Charlie Gregor, donc qui a un peu formalisé le type de contribution théorique avec 5 niveaux de théorie. Elle a un niveau théorique qui est le niveau de théorie de l'action, et que par la suite, du côté de l'ingénierie, ce qu'on appelle une théorie, du côté de l'ingénierie, ce qu'on appelle une théorie, c'est une formalisation. C'est-à-dire que quand quelque chose s'appuie sur un calcul formel, pour eux, entre guillemets, ça devient un peu théorique parce qu'elle a été formalisée. Et donc, dans les travaux que j'ai mentionnés, notamment donc du CRI et de Colette Roland sur le matching et le fitting, et puis sur le scénario et le goal, si vous regardez le papier en détail, vous allez voir qu'il y a toujours une partie théorique, entre guillemets, qui est la formalisation. C'est-à-dire qu'il faut que ces idées-là s'appuient sur une formalisation mathématique. Et c'est la mathématisation, entre guillemets, mathématisation donc, du problème, qui lui donne une valeur théorique du point de vue de l'ingénierie.
Et la question qui a été posée lors de ta soutenance qui avait été posée, c'était ça, c'est-à-dire la notion de théorie mathématique. Ouais. Non, mais c'est vrai, puisqu'en fait, c'est clair. Quand on parle en fait de la notion du système d'information, là, je ne me pose pas de questions, mais c'est vrai que je ne me suis jamais posé la question sur même l'ingénierie, sur l'informatique. Là, comment tu me réponds, et cette notion de mathématisation. Oui, après, c'est que l'approche d'ingénierie, elle a un fondement mathématique, et ce qui n'est pas faux. Hein. Lorsque je parle des méthodes formelles, et voilà les méthodes qui ont été utilisées pour l'informatique embarquée sur la ligne 14 du métro, c'est-à-dire que c'est des méthodes mathématiques et qui ont un fondement théorique et qui théoriquement permettent de démontrer des choses qu'on ne peut pas faire avec le… Ici, il n'y a pas de place pour l'agilité. Hein. Donc, lorsqu'on construit ces systèmes, l'agilité n'est pas la réponse. Par contre, lorsque je construis l'interface pour ces systèmes et qu'il faut interagir avec un utilisateur final, là, impérativement, il faut de l'agilité. Et les mathématiques ne servent presque plus à rien. Mais parce que le problème n'est plus un problème d'ingénierie, mais un problème de ce problème structurationniste, c'est-à-dire que c'est d'aller-retour entre l'utilisateur et le système, et que l'un influence l'autre, etc. Donc ma réponse, ça reste tout ça, c'est-à-dire c'est l'usage des mathématiques et la formalisation sous une forme ou une autre. Hein. C'est pas forcément mathématique dans le sens calcul, mais c'est mathématique dans le sens formel. Donc théorie des ensembles, des choses comme ça. Voilà. Ok, merci beaucoup. Oui, c'est toujours plaisant de t'écouter, Saïd. Merci bien. Merci. On va peut-être prendre une dernière question, sinon on arrête. Oui, c'est ce que j'allais proposer aussi. Est-ce qu'il y a une dernière question? Ok, merci à vous. Merci de m'avoir écouté. Ça a été un plaisir d'interagir et de vous faire cette présentation. Merci Aurélie de m'avoir invité. Je te laisse terminer. Oui, ben merci à toi surtout d'avoir partagé tout ça avec nous. Et puis, merci à tous les participants pour les échanges. Je pense qu'on aurait pu continuer encore longtemps. Ta présentation suscite beaucoup de débats, je crois. Mais voilà, merci beaucoup. C'est vraiment une belle opportunité que tu nous as offerte. Donc, tu as enregistré, on pourra réaccéder à ton propos. Voilà, ça sera enregistré. Très bien. D'accord. Merci à toi. Merci beaucoup, Saïd.